Il existe des objets qui auraient dû brûler, des objets qui n'ont pas leur place dans une vie bien rangée, dans un appartement de l'avenue Foch, où chaque meuble respire le bon goût et la discrétion bourgeoise, des objets qui auraient dû disparaître il y a 60 ans. Mais je ne l'ai pas fait, et aujourd'hui, à 87 ans, je paie le prix de cette négligence. C'était un mardi après-midi, le genre de mardi où Paris semble respirer dans un rythme ralenti, où les rues du 16e arrondissement sont presque silencieuses. J'avais décidé de ranger les placards du haut, ces entresols, où s'accumulent les fantômes d'une vie trop longue. Françoise, ma femme de ménage, m'avait proposé de m'aider. Je lui avais répondu que non, merci. Je pouvais très bien me débrouiller seule. Elle avait haussé les épaules avec cet air résigné qu'ont les domestiques, quand leur patronne s'obstine à faire des choses ridicules pour son âge. Le placard sentait la poussière et le bois vieux, ce parfum âcre des endroits fermés, où le temps se dépose en couches épaisses. J'ai sorti les cartons un par un, des chaussures que je ne portais plus, des sacs à main démodés, une pile de lettres de Jean-Claude, mon mari mort, il y a 15 ans. Je ne les ai même pas ouvertes. À quoi bon remuer ce qui est enterré? Et puis, tout au fond, coincé derrière un carton de photographie de Johnny, j'ai vu la boîte. Une boîte ronde en carton épais, rose pâle, presque délavée. Le logo Dior imprimé en lettres dorées, estompé par les décennies. Une boîte à chapeau. Je me souviens avoir acheté ce chapeau en 1962, un canotier élégant que je portais l'été, avec mes robes à taille haute et mes gants blancs. J'étais belle à l'époque. Cette femme-là n'existe plus. Mais la boîte, elle, était encore là. Mes mains ont tremblé quand je l'ai attrapée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, dans cette partie du cerveau, qui sait toujours ce que la conscience refuse d'admettre, je savais déjà ce qu'elle contenait. Je suis redescendue de la chaise avec cette boîte entre les mains et j'ai dû m'asseoir sur le bord du lit parce que mes jambes ne me portaient plus. Je l'ai posée sur le couvre-lit blanc, immaculé. Le rose pâle de la boîte contrastait violemment avec toute cette propreté, comme une tache de sang séchée sur de la neige fraîche. J'ai hésité, je pouvais encore la remettre en haut, oublier, mourir en paix sans jamais l'ouvrir. Combien de temps me reste-t-il? 2 ans? 5? Personne ne découvrirait jamais ce qu'elle renfermait. Mais mes doigts ont déjà soulevé le couvercle avant même que ma raison puisse protester. À l'intérieur, pas de chapeau, juste un morceau de tissu blanc, plié avec soin, jauni par les années. Et sur ce tissu, une petite chose qui brillait faiblement dans la lumière de l'après-midi. Un bracelet de bébé en plastique blanc, avec une bande de papier glissée à l'intérieur. L'écriture était presque effacée, les lettres décolorées par le temps. Mais je pouvais encore les lire. Je les connaissais par cœur de toute façon. Fatima Ben Ali, née le 12 décembre 1962. Mon cœur s'est arrêté. Non, pas arrêté. Il a continué à battre parce que les cœurs sont bêtes et obstinés, mais quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est contracté violemment. Je me suis laissé tomber sur le lit. Le bracelet était dans ma paume. Ce petit cercle de plastique qui pesait moins qu'une plume, mais qui semblait soudain plus lourd que toute ma vie. Fatima Ben Ali, ce nom. Ce maudit nom que j'avais essayé d'effacer de ma mémoire pendant 60 ans. Les murs de ma chambre ont commencé à se dissoudre. Le papier peint fleuri, les rideaux de soie ivoire, tout s'est estompé. Et à la place, j'ai vu d'autres murs, blancs, nus, froids. L'odeur de l'eau de Javel a envahi mes narines. J'ai entendu le bruit, ce cri aigu, perçant, le premier cri d'un nouveau-né qui découvre l'air et la lumière et la douleur. Je me suis revue, 60 ans plus jeune, allongée sur un lit étroit avec des draps rêches qui grattaient ma peau. La sage-femme s'était approchée, une femme d'une 50aine d'années, le visage dur, les mains expertes. Elle tenait quelque chose dans ses bras, enveloppé dans une couverture blanche. « Votre fille, Madame Dupont. » Elle est en bonne santé. Et puis, elle avait écarté un coin de la couverture. Le souvenir s'est arrêté là, brutalement, comme une porte qui claque. Je me suis retrouvée dans ma chambre, haletante, le bracelet serré dans mon poing fermé. J'aurais dû détruire ce bracelet. Cette nuit-là, à l'hôpital, ou n'importe quand, pendant ces 60 années. Pourquoi l'ai-je gardé? Par culpabilité, par cette arrogance stupide qui nous fait croire que nos secrets sont en sécurité, tant qu'ils restent cachés dans des boîtes au fond de placards. J'ai glissé le bracelet dans la poche de ma robe de chambre en cachemire. Le plastique était dur, froid. Je pouvais le sentir contre ma cuisse, comme un corps étranger, comme une accusation. Il fallait que je réfléchisse, que je décide quoi faire. Le brûler, le garder, certainement pas le montrer à Claire. Claire,
Ma fille, celle que j'ai élevée, celle qui m'appelle maman, celle qui ne sait rien. À cet instant précis, la sonnette de l'entrée a retenti. J'ai sursauté violemment. J'ai entendu Françoise descendre l'escalier, ouvrir la porte. Des voix dans le hall, une voix que je connaissais. Françoise est montée rapidement, elle a frappé à ma porte. Elle m'a informé que mademoiselle Claire était arrivée, sans prévenir, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Elle semblait excitée. Elle avait des nouvelles importantes. Mon sang s'est glacé. J'ai replacé précipitamment le couvercle sur la boîte Dior. Je l'ai poussé sous le lit avec mon pied. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les cacher derrière mon dos. Le bracelet dans ma poche pesait maintenant des tonnes. J'ai dit à Françoise de faire entrer Claire au salon, que j'arrivais dans un instant. Quand elle est partie, je me suis regardée dans le miroir de ma coiffeuse. Une vieille femme me fixait, les cheveux blancs impeccablement coiffés, le visage ridé mais encore digne, les yeux qui avaient vu trop de choses. J'ai pris une longue inspiration, j'ai lissé ma robe de chambre pour dissimuler le léger renflement dans la poche et j'ai ouvert la porte. Je suis descendue rejoindre ma fille, celle qui tenait une enveloppe blanche dans ses mains, celle qui souriait, celle qui ne savait pas encore que sa vie entière était sur le point de s'effondrer. Le salon sentait le café et les roses blanches que Françoise changeait tous les lundis. Claire était assise dans le fauteuil Louis XV près de la fenêtre, celui qui avait appartenu à ma belle-mère, et elle rayonnait. C'est le mot exact, rayonnait, comme si quelqu'un avait allumé une lampe à l'intérieur de son corps. À 60 ans, elle était encore belle, ma fille qui n'était pas ma fille. Les cheveux gris, coupés courts, élégants, un tailleur Chanel bleu marine, des perles aux oreilles. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une cardiologue respectée, l'épouse d'un diplomate, une femme qui avait réussi sa vie. Tout ce que j'avais toujours voulu qu'elle soit. Elle s'est levée quand je suis entrée, m'a embrassée sur les 2 joues. J'ai respiré son parfum, ce Chanel 911 que je lui avais offert pour ses 30 ans. L'odeur était familière, rassurante, mais aujourd'hui elle me donnait la nausée. J'ai senti le bracelet dans ma poche pressé contre ma cuisse. Le plastique était dur, accusateur. Elle m'a dit qu'elle était désolée de débarquer sans prévenir, mais qu'elle ne pouvait pas attendre. Elle avait quelque chose d'extraordinaire à me montrer. Sa voix vibrait d'excitation, comme celle d'une enfant le matin de Noël. Je me suis assise dans mon fauteuil habituel, j'ai attendu. Françoise est entrée avec le service à café en argent. Claire a sorti une enveloppe blanche de son sac, une grande enveloppe épaisse avec un logo imprimé dessus. Elle l'a posée sur la table basse entre nous. Elle m'a expliqué qu'elle s'était prise de passion pour la généalogie ces derniers mois. Elle voulait comprendre d'où nous venions, retracer notre dernière histoire familiale, créer un arbre généalogique pour ses petits-enfants. Elle avait commandé un test ADN sur Internet, un de ces tests commerciaux dont tout le monde parlait maintenant. Il suffisait de cracher dans un tube, et quelques semaines plus tard, on recevait un rapport complet sur ses origines ethniques, ses ancêtres, ses parents génétiques, notre potentiel. Elle trouvait ça fascinant. J'ai serré ma tasse plus fort. Le café a débordé légèrement. Quelques gouttes brunes se sont répandues sur la soucoupe. Claire ne l'a pas remarqué. Elle a ouvert l'enveloppe, en a sorti un dossier épais, plusieurs pages agrafées ensemble, des graphiques en couleur, des pourcentages, des cartes, et puis elle m'a dit la chose que je redoutais d'entendre depuis que j'avais vu cette enveloppe. Elle m'a demandé si je savais que nous avions des origines nord-africaines dans la famille. Elle était stupéfaite. Le test montrait qu'elle était à 47% d'origine maghrébine, principalement algérienne. 47%, presque la moitié. Elle n'en revenait pas. Sa voix résonnait dans ma tête comme une sirène d'alarme. 47%, algérienne. Bien sûr, Fatima Benali était algérienne. Sa fille, la vraie fille de Fatima, celle que j'avais prise, celle qui était devenue Claire, portait les gènes de sa mère biologique. Comment avais-je pu être assez stupide pour ne pas prévoir ça? J'ai posé ma tasse. Mes mains tremblaient trop. J'ai essayé de garder ma voix neutre quand je lui ai demandé si elle était certaine que ces tests étaient fiables. Ces entreprises commerciales, on lisait tellement d'histoires sur leurs erreurs. La génétique était une science complexe. Claire a ri, un rire léger, insouciant. Elle m'a dit que oui, ces tests n'étaient m'inquiète pas parfaits, mais ils étaient étonnamment précis pour les origines ethniques. Et de toute façon, ce n'était que le début. Le plus excitant, c'était qu'elle avait trouvé des correspondances génétiques, des gens dans la base de données qui partageaient son ADN, des cousins éloignés. La plupart vivaient en Algérie ou en France, dans les banlieues parisiennes. Elle voulait les contacter.
Imaginer qu'elle avait de la famille, qu'elle ne connaissait pas. Ma poitrine s'est comprimée. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Si Claire contactait ces gens, si elle commençait à creuser, elle finirait par trouver, par découvrir qu'il y avait eu une autre famille Ben Ali, une mère et son enfant nés le même jour qu'elle. Elle poserait des questions. Elle était médecin, elle savait comment chercher des informations médicales, comment accéder aux archives. Elle trouverait l'hôpital Saint-Vincent, elle trouverait les registres de naissance de décembre 1962. Et alors, tout s'effondrerait. Je lui ai demandé, en essayant de garder un ton léger, pourquoi elle voulait tant remuer le passé. Nous avions une belle vie, une belle famille. À quoi bon chercher des gens qu'on ne connaissait pas, qui vivaient à l'autre bout du monde, ou dans des quartiers où nous n'avions jamais mis les pieds. Ces correspondances génétiques ne signifiaient rien. Claire a secoué la tête. Elle m'a expliqué que c'était justement ça qui la fascinait. Ces connexions invisibles entre les gens. Le fait que nous portions tous en nous l'histoire de nos ancêtres. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir qui étaient ces Algériens dans notre arbre généalogique. Peut-être qu'un de nos arrière-grands-parents avait eu une liaison. Peut-être qu'il y avait eu un mariage mixte dont personne n'avait parlé à cause des préjugés de l'époque. Elle trouvait ça romantique. Si seulement elle savait. Si seulement elle savait à quel point ce secret était proche. Pas des générations en arrière, mais elle-même, son propre corps, son propre sang. Elle s'est penchée vers moi. Elle a posé sa main sur la mienne. Elle m'a demandé si je savais quelque chose sur cette branche algérienne de la famille. Est-ce que ma mère m'avait parlé de quelque chose? Elle avait déjà interrogé son père avant sa mort, mais Jean-Claude n'avait rien su. Donc, ça devait venir de mon côté. J'ai menti. J'ai dit que non, je ne savais rien. Ma famille était parisienne depuis toujours. Et franchement, je ne voyais pas l'intérêt de fouiller dans des histoires aussi anciennes. Les morts devaient en rester morts. Cette dernière phrase m'a échappé. Je ne voulais pas la dire avec cette dureté dans la voix. Claire m'a regardé bizarrement. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'avais l'air fatiguée. Est-ce que je dormais suffisamment? J'ai secoué la tête. Je lui ai dit que j'allais très bien. Elle a souri, elle a serré ma main une dernière fois avant de la relâcher. Elle a rassemblé ses papiers, les a remis dans l'enveloppe. Elle m'a promis de me tenir au courant de ses découvertes. Elle allait commencer à contacter les correspondances génétiques cette semaine. Elle s'est levée, je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Nous nous sommes embrassés à nouveau. Je l'ai regardée descendre l'escalier, élégante, dans son tailleur bleu. Elle s'est retournée avant de sortir, elle m'a fait un signe de la main. J'ai rendu son sourire, et puis la porte s'est refermée. Le silence est retombé sur l'appartement. J'étais seule. Complètement seule, avec ce bracelet dans ma poche et cette terreur qui me serrait la gorge. Je suis retournée au salon, j'ai sorti le bracelet de ma poche. Le plastique blanc semblait presque jaune à la lumière du jour. J'ai fermé les yeux. J'ai murmuré ce nom à voix haute, pour la première fois en 60 ans. Fatima Ben Ali. Qu'est-ce que j'avais fait? Je savais ce que je devais faire maintenant. Claire allait chercher, elle allait creuser, elle allait finir par trouver. À moins que je ne trouve d'abord, à moins que je ne trouve Fatima Ben Ali, ou ce qu'il restait d'elle, avant que Claire ne tombe sur la vérité. Je devais savoir ce qu'elle savait. Je devais savoir si elle avait laissé des traces, des preuves. Je devais protéger Claire, même si ça signifiait revenir sur les lieux de mon crime, même si ça signifiait affronter les fantômes que j'avais enterrés il y a 6 décennies. L'écran de l'ordinateur brillait dans la pénombre de ma chambre, mais je ne voyais plus les résultats de recherche. Les mots se brouillaient devant mes yeux. Fatima Ben Ali, Paris, 1962. J'ai fermé les paupières, j'ai appuyé mes doigts contre mes tempes et j'ai senti le temps se replier sur lui-même. Les années se sont effacées comme des couches de peinture écaillées. 64 ans ont fondu. Et soudain, je n'étais plus une vieille femme assise dans sa chambre de l'avenue Foch. J'étais à nouveau cette jeune femme de 25 ans, allongée sur un lit d'hôpital, et je sentais mon corps se déchirer en deux. Décembre 1962. Paris gelé sous une couche de neige sale. Jean-Claude m'avait conduite à la maternité Saint-Vincent en taxi, sa main serrant la mienne si fort que j'avais encore les marques de ses doigts sur ma peau des heures plus tard. Il était pâle, terrifié, beaucoup plus que moi. Les hommes de cette époque ne savaient pas comment gérer la douleur de leurs femmes. Ils attendaient dans les couloirs en fumant des cigarettes jusqu'à ce qu'une infirmière vienne leur annoncer s'ils avaient un fils ou une fille. Moi, je savais que j'aurais une fille. Je le sentais depuis des mois.
cette présence étrangère dans mon ventre, cette chose qui bougeait et donnait des coups, qui déformait mon corps parfait, qui me rendait laide et lourde. Une fille. Je m'étais résignée à cette idée, même si Jean-Claude voulait désespérément un garçon, un héritier, quelqu'un pour porter son nom, reprendre son cabinet d'avocat. La chambre où il m'avait installée sentait le désinfectant, et quelque chose de plus sombre, de plus animal, du sang, de la sueur, de la peur. Les murs étaient d'un blanc agressif, presque aveuglant sous les néons qui grésillaient au plafond. Le lit était étroit, recouvert d'un drap rêche qui grattait ma peau nue. On m'avait enlevé ma chemise de nuit en soie et on m'avait mise dans une blouse d'hôpital en coton grossier, ouverte dans le dos. J'avais froid, un froid qui venait de l'intérieur. La sage-femme s'appelait Madame Moreau. Elle avait une 50aine d'années, des cheveux gris tirés en chignon serré, des mains larges et rouges. Elle m'examinait toutes les heures, enfonçant ses doigts à l'intérieur de moi sans douceur, sans prévenir. Elle me disait que j'en étais à 4 centimètres, puis à 5, puis à 6, que ça avançait bien, que je devais respirer, me détendre, arrêter de crier comme ça, que ça ne servait à rien. Mais comment ne pas crier? La douleur était inimaginable. Personne ne m'avait prévenu que ce serait comme ça. Ma mère m'avait dit que c'était désagréable, certes, mais qu'on oubliait vite. Mes amis mariés parlaient de l'accouchement avec une sorte de fierté voilée, comme d'un rite de passage. Aucune ne m'avait dit que c'était comme être déchirée vivante, que chaque contraction était une vague de feu qui partait du bas de mon dos et irradiait dans tout mon corps. Il n'y avait pas d'anesthésie, pas en 1962, pas dans cet hôpital. Les femmes riches allaient dans des cliniques privées où on les endormait complètement et elles se réveillaient avec un bébé propre dans les bras, sans aucun souvenir de la douleur. Mais Jean-Claude avait insisté pour Saint-Vincent. C'était l'hôpital de sa famille. Sa mère était née là, sa grand-mère aussi. C'était une tradition. Les heures se sont étirées. J'ai perdu la notion du temps. La lumière derrière les fenêtres a changé, passant du gris de l'après-midi au noir profond de la nuit. Madame Moreau allait et venait, vérifier ma dilatation, me disait de pousser, de ne pas pousser, de respirer. Une autre infirmière est venue, plus jeune, avec un visage doux. Elle épongeait mon front avec un linge humide. Elle me tenait la main quand les contractions devenaient insupportables. Mais je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais trahie par mon corps qui ne m'obéissait plus, qui faisait ce qu'il voulait sans que je puisse le contrôler. Trahie par Jean-Claude qui m'avait mise dans cet état et qui attendait tranquillement dans le couloir en fumant ses gauloises. Enfin, après ce qui m'a semblé une éternité, Madame Moreau a annoncé que j'étais prête, que je devais pousser maintenant, pousser de toutes mes forces. J'ai obéi. J'ai poussé jusqu'à ce que ma vision se brouille, jusqu'à ce que je sente quelque chose céder, se déchirer. J'ai entendu un cri, mais ce n'était pas le mien. C'était un cri aigu, perçant, le cri d'un nouveau-né qui entre dans le monde. Madame Moreau a disparu entre mes jambes. Il y avait du sang partout, sur les draps, sur ses mains, sur le sol. L'odeur était écœurante, métallique et chaude. La jeune infirmière me souriait, me disait que c'était terminé, que j'avais une belle petite fille, mais je n'écoutais pas. Je regardais Madame Moreau qui tenait quelque chose dans ses bras, quelque chose enveloppé dans une serviette blanche, tachée de sang. Elle s'est approchée du lit. Elle a écarté un coin de la serviette et elle m'a montré le visage de ma fille. Le temps s'est arrêté, j'ai cessé de respirer. Tout ce que je pouvais voir, c'était cette chose rouge et violacée qui couvrait la moitié du visage du bébé. Une tache énorme, irrégulière, qui partait du front, descendait sur la tempe droite, envahissait la joue, touchait le coin de la bouche. Ce n'était pas une simple marque de naissance, c'était une difformité, une monstruosité. Madame Moreau parlait. Elle disait quelque chose sur un angiome plan, sur le fait que c'était bénin, que ce n'était que superficiel, qu'on pouvait le traiter plus tard. Mais je n'entendais pas vraiment ces mots. Tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait dans mes oreilles. Non, ce ne pouvait pas être ma fille. J'étais Madeleine Dupont. Mon mari était Jean-Claude Dupont, avocat associé dans l'un des plus prestigieux cabinets de Paris. Nous vivions avenue Foch. Nous recevions des ministres à dîner. Nous avions une loge à l'Opéra Garnier. Nous étions des gens importants, des gens respectables, des gens beaux. Et cette chose, ce bébé avec cette horreur rouge sur le visage, ne pouvait pas faire partie de notre monde. Je voyais déjà les regards. Au baptême, dans les salons où nous allions, dans les jardins du Luxembourg.
les regards de pitié, les chuchotements, les questions polies mais curieuses. Qu'est-ce qu'elle a, la petite? Et sous les questions, le jugement, la certitude que quelque chose n'allait pas chez nous, dans notre sang, dans nos gènes. Madame Moreau essayait de me mettre le bébé dans les bras. Elle disait que je devais la prendre, la tenir contre moi, commencer l'allaitement. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas toucher cette chose. J'ai détourné la tête. J'ai dit que non, pas maintenant, j'étais trop fatiguée. Ma voix était plate, morte. La sage-femme a froncé les sourcils. Elle a échangé un regard avec la jeune infirmière. Puis, elle a emporté le bébé, toujours emmailloté dans sa serviette tachée. Les cris se sont éloignés dans le couloir. La porte s'est refermée. Et je suis restée seule dans cette chambre blanche et froide, avec le sang qui séchait entre mes cuisses et ce vide horrible dans ma poitrine, là où aurait dû se trouver l'amour maternel. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me convaincre que c'était le choc, l'épuisement, les hormones. Que demain matin je me réveillerai et je verrai ma fille différemment. Que je l'aimerai malgré tout, mais je savais que c'était un mensonge. Et c'est alors que je l'ai entendu. Un sanglot, étouffé, désespéré. Ça venait de la chambre d'à côté. Une voix de femme qui pleurait, qui parlait dans une langue étrangère, de l'arabe. Dans le couloir, 2 infirmières discutaient à voix basse. L'une d'elles disait que c'était terrible. Cette pauvre femme, cette arabe, Ben Ali c'était son nom, elle avait accouché aujourd'hui aussi, une fille. Mais son mari l'avait quittée pendant la grossesse. Elle était seule. Pas de famille, pas d'argent. Elle disait qu'elle ne pouvait pas garder le bébé. On m'a installée dans une chambre au 2e étage, une chambre que je partageais avec 3 autres femmes. Leurs bébés étaient dans des berceaux transparents près de leur lit. Je pouvais les entendre pleurer, téter, gazouiller. Les autres mères souriaient, fatiguées, mais heureuses. Elles montraient leur bébé aux visiteurs avec fierté. Mon berceau était vide. J'avais demandé qu'on garde ma fille à la nurserie. Je ne voulais pas la voir. Pas encore. Jean-Claude est venu. Il était radieux. Il m'a embrassée. Il m'a dit que j'avais été formidable. Il avait déjà vu le bébé à travers la vitre de la nurserie. Il a commencé à parler de la tâche, avec ce ton rassurant qu'il utilisait avec ses clients inquiets. Ce n'était rien. Les médecins avaient dit qu'on pourrait la traiter. Il y avait des chirurgies plastiques maintenant, des traitements au laser. Dans quelques années, elle serait normale. Belle, même. Mais je voyais bien qu'il était secoué. Sous le vernis de l'optimisme, il y avait de la déception. De la peur. Il avait imaginé une fille parfaite avec mes yeux et son nez, quelque chose qu'il pourrait montrer avec fierté. Et à la place, il avait ça. Il est reparti après une demi-heure. Il devait retourner au cabinet. Il y avait une affaire importante à préparer. Il a embrassé mon front. Et puis il est parti, et j'ai su à la manière dont ses épaules s'affaissaient en franchissant la porte, qu'il pensait exactement la même chose que moi. La nuit est tombée. Les lumières se sont éteintes dans la chambre. Les autres femmes dormaient, leur bébé blotti contre elles. J'étais allongée, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Mon corps me faisait mal partout, entre mes jambes. C'était une douleur sourde et lancinante. Mes seins étaient gonflés, durs, remplis de ce lait que je ne voulais pas donner. Les sanglots continuaient dans la chambre voisine, de plus en plus faibles, comme si la femme s'enfonçait dans un puits de désespoir. Je me suis levée, lentement, douloureusement. Mon corps protestait à chaque mouvement. J'ai enfilé ma robe de chambre, j'ai glissé mes pieds dans mes pantoufles et j'ai quitté ma chambre. Je suis sortie dans le couloir désert. Personne, juste les néons qui bourdonnaient au plafond et l'odeur de désinfectant qui imprégnait tout. J'ai marché vers la nurserie. La porte vitrée me permettait de voir à l'intérieur. Des rangées de berceaux transparents, des bébés emmaillotés, certains qui dormaient, d'autres qui pleuraient, et 2 berceaux côte à côte, juste devant la vitre. Sur chacun, une étiquette. Dupont, fille, née le 12 décembre 1962, 14h23. Ben Ali, fille, née le 12 décembre 1962, 15h07. Mon cœur a cessé de battre. Je me suis approchée de la vitre, j'ai regardé dans le premier berceau. Ma fille, son visage tourné vers moi, les yeux fermés. La tache rouge sombre couvrant la moitié de ses traits. Elle dormait paisiblement, sa petite bouche entr'ouverte. Puis, j'ai regardé dans le second berceau, l'autre bébé. La firme de Fatima Ben Ali. Elle avait la peau légèrement plus foncée que la mienne, de beaux cheveux noirs épais, et son visage était parfait, absolument parfait.
Pas une marque, pas un défaut, juste une petite fille magnifique qui dormait en serrant ses poings et minuscules. Je suis restée là, pétrifiée, à regarder ces deux berceaux côte à côte, deux filles, nées le même jour, à moins d'une heure d'intervalle, l'une marquée, l'autre parfaite, l'une que sa mère voulait abandonner, l'autre que sa mère ne voulait pas. Et c'est à ce moment-là, debout devant cette vitre dans ce couloir vide, que l'idée a germé dans mon esprit. Petite, d'abord, impossible, folle, mais elle a grossi, elle s'est enracinée, elle a fleuri comme une plante vénéneuse. Et si personne ne savait, et si personne ne regardait d'assez près, et si, dans cette nurserie, dans ce chaos de nouveau-nés qui criaient et dormaient et se ressemblaient tous, quelque chose pouvait être réarrangé, corrigé. Je méritais un bel enfant, j'avais tout fait correctement, je m'étais mariée bien, j'avais suivi toutes les règles, et cette femme dans la chambre d'à côté, cette arabe qui n'avait même pas de mari, qui allait abandonner son bébé de toute façon, elle avait eu la chance, elle avait eu la perfection. Ce n'était pas juste. Je suis retournée dans ma chambre, je me suis recouchée, j'ai remonté les couvertures jusqu'à mon menton. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces deux berceaux côte à côte, Dupont, Ben Ali, deux étiquettes blanches avec des noms écrits à l'encre bleue, comme si le destin lui-même avait orchestré cette proximité, comme s'il m'offrait une chance de corriger son erreur. Les heures ont passé avec une lenteur insupportable. Minuit, 1 heure, 2 heures. L'hôpital était plongé dans ce silence particulier de la nuit, ce calme trompeur où tout le monde semble dormir, mais où en réalité la vie continue de pulser, discrète et obstinée. À 3 heures du matin, je me suis levée à nouveau. Cette fois, je savais exactement ce que j'allais faire. J'avais eu tout ce temps pour y réfléchir, pour examiner la situation sous tous les angles. L'alternative était inacceptable. L'alternative était de rentrer chez moi avec un bébé difforme, de le montrer à ma belle-mère, à nos amis, au monde entier, de passer ma vie à expliquer, à justifier, à endurer les regards de pitié. Non, je refusais cette vie. J'ai enfilé ma robe de chambre. Mes mains ne tremblaient en plus. C'était étrange, cette soudaine absence de tremblement. Comme si mon corps avait compris avant mon esprit que la décision était prise, que le retour en arrière n'était plus possible. J'ai vérifié que les autres femmes dormaient profondément. L'une d'elles ronflait légèrement. Une autre avait son bébé contre elle, les deux respirant à l'unisson. Je suis sortie dans le couloir. La lumière était tamisée. L'infirmière de nuit était assise à son bureau, tout au bout du couloir. Je pouvais voir sa silhouette courbée, sa tête penchée vers l'avant. Elle dormait. Bien sûr qu'elle dormait. C'était 3 heures du matin et elle était de garde depuis 8 heures du soir. Les infirmières de nuit s'assoupissaient toujours. J'ai avancé lentement, en silence. Mes pantoufles ne faisaient aucun bruit sur le linoléum usé. Chaque pas me rapprochait de la nurserie. Mon cœur battait fort maintenant, mais pas de peur. C'était de l'excitation. Une sorte d'ivresse bizarre, comme si j'étais sur le point de commettre un acte d'une importance cosmique. La porte de la nurserie n'était pas verrouillée. Pourquoi l'aurait-elle été ? Nous étions en 1962. Les gens faisaient confiance aux institutions, aux hôpitaux. Personne n'imaginait qu'une mère pourrait entrer dans une nurserie en pleine nuit avec de mauvaises intentions. J'ai poussé la porte. Elle a grincé légèrement. Je me suis figée, le cœur dans la gorge. Mais personne n'est venu. J'ai glissé à l'intérieur et j'ai refermé la porte derrière moi. 3 jours ont passé depuis la visite de Claire. 3 nuits blanches à fixer le plafond, à sentir le poids du bracelet dans le tiroir de ma table de nuit. J'avais pris ma décision. Je devais retourner là-bas. La maternité Saint-Vincent existait encore. J'avais cherché sur Internet, maladroite avec la souris, mes doigts arthritiques glissant sur le clavier. L'hôpital avait été intégré dans un complexe moderne, mais l'ancienne aile servait maintenant au stockage, les archives. Exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis habillée avec soin ce matin-là. Un tailleur Chanel gris anthracite, des escarpins en cuir noir, mon sac Hermès, mes perles. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu ce que je voulais voir. Une vieille dame respectable, élégante, le genre de femme qu'on ne questionne pas, qu'on ne soupçonne pas. Le genre de femme qui peut aller n'importe où et personne ne trouvera ça étrange. J'ai dit à Françoise que je sortais pour la journée, que j'avais des courses à faire. Elle a proposé de m'accompagner. J'ai refusé. Elle a froncé les sourcils, elle a commencé à dire quelque chose sur mon âge et mes genoux, mais je l'ai coupée net. Ma voix était plus sèche que je ne l'aurais voulu. Elle s'est tue, blessée. Le taxi m'a déposé devant le complexe hospitalier dans le 13e arrondissement. Le bâtiment moderne était hideux,
tout en verre et en béton, sans âme, sans histoire. Rien à voir avec la vieille maternité que je me rappelais, avec ses murs en pierre et ses fenêtres à meneaux. Mais derrière, reliée par un couloir couvert, je pouvais voir l'ancienne structure, plus petite, plus sombre. Les fenêtres étaient mentales, certaines condamnées par des planches. J'ai traversé le hall d'accueil, des gens partout, des patients, des visiteurs, du personnel médical en blouse blanche. Personne ne m'a regardé, j'étais invisible, comme le sont toutes les vieilles femmes. C'est une des rares bénédictions de l'âge. On peut se déplacer sans être vu. On devient un fantôme parmi les vivants. J'ai trouvé le couloir qui menait vers l'ancienne aile. Un panneau indiquait « Archives et stockage, accès réservé au personnel ». Parfait. J'ai continué à marcher. Personne ne m'a arrêté. Pourquoi l'aurait-on fait ? Une vieille dame en Chanel n'avait clairement pas l'air de quelqu'un qui allait voler du matériel médical. Le couloir était long, mal éclairé. L'odeur changeait à mesure que je m'éloignais de la partie moderne. Le désinfectant frais laissait place à quelque chose de plus ancien. Humidité, poussière, temps. C'était l'odeur du passé qui refusait de disparaître complètement. Une porte au bout du couloir, lourde, en métal, avec une petite fenêtre grillagée. J'ai regardé à travers, un escalier qui descendait. Bien sûr, les archives laisseraient au sous-sol. C'est toujours au sous-sol qu'on enterre ce qu'on veut oublier. J'ai poussé la porte. Elle n'était pas verrouillée. L'escalier était étroit, les marches en béton usées par des décennies de passage. Une rampe en métal rouillé, pas d'ascenseur. J'ai agrippé la rampe et j'ai commencé à descendre. Chaque marche faisait mal à mes genoux. Mes hanches protestaient, mais je ne me suis pas arrêtée. Le sous-sol était exactement comme je l'avais imaginé. Une grande pièce basse de plafond, éclairée par des néons qui clignotaient. Des étagères en métallique s'alignaient en rangées serrées, chargées de cartons poussiéreux. L'air était épais, difficile à respirer. Ça sentait le moisi, le papier jauni, les secrets enfouis. J'ai avancé entre les étagères. Les cartons portaient des étiquettes manuscrites, certaines à peine lisibles. 1975-1980, 1968-1972, 1955. 1960. J'ai continué à chercher, mes yeux scrutant chaque étiquette, et puis je l'ai trouvé, un carton coincé entre deux autres, presque invisible. L'étiquette disait simplement 1960-1965. Maternité. Mes mains tremblaient quand je l'ai tiré de l'étagère. Il était lourd, poussiéreux. J'ai dû le poser par terre parce que je ne pouvais pas le porter jusqu'à la petite table que j'avais aperçue au fond de la pièce. Je me suis agenouillée, ignorant la douleur dans mes genoux, ignorant le fait que mon tailleur Chanel allait se salir sur ce sol crasseux. J'ai ouvert le carton. À l'intérieur, des dossiers, des chemises cartonnées jaunies par le temps, classées par année. J'ai cherché 1962. Ma main s'est arrêtée sur une chemise plus épaisse que les autres. Décembre 1962. Je l'ai sortie, je l'ai ouverte. Des feuilles volantes, certaines tapées à la machine, d'autres manuscrites. Des registres de naissance. J'ai parcouru les pages, mon cœur battant de plus en plus fort. Et puis, je les ai vues. 2 entrées, l'une après l'autre. Dupont, fille, née le 12 décembre 1962, 14h23. Poids, 3,2 kg. Taille, 49 cm. Mère, Madeleine Dupont, 25 ans. Père, Jean-Claude Dupont, 32 ans. Observation particulière ? Aucune. Ben Ali, fille, née le 12 décembre 1962, 15h07. Poids, 3,1 kg à main. Taille, 48 cm. Mère, Fatima, Ben Ali, 22 ans. Père, inconnu. Observation particulière, angiome plan facial. Je suis restée figée, les yeux fixés sur ces 2 lignes. Les registres étaient inversés. L'observation sur l'angiome aurait dû être sur ma fille, celle qui portait maintenant le nom Dupont. Mais elle était listée sous Ben Ali. Quelqu'un avait-il remarqué ? Quelqu'un avait-il corrigé les dossiers après la substitution ? Ou était-ce simplement que les observations avaient été notées avant l'échange et que personne n'avait pensé à vérifier après ? J'ai continué à fouiller dans la chemise, d'autres documents, des formulaires de sortie, des instructions post-natales, et puis, tout au fond, coincé entre 2 feuilles, une enveloppe blanche, jaunie, fermée. Sur le devant, écrit à la main d'une écriture tremblante, à remettre à Madame Dupont. Mon sang s'est glacé. J'ai pris l'enveloppe entre mes doigts. Le papier était fragile, cassant. J'ai hésité. Pendant 64 ans, cette enveloppe était restée là, attendant que quelqu'un la trouve, attendant que je la trouve.
J'ai déchiré le rabat. À l'intérieur, un seul morceau de papier. Une note, écrite avec la même écriture tremblante. Les mots dansaient devant mes yeux, mais je les ai lus. Je les ai lus encore et encore. Je sais ce que vous avez fait. S. 4 mots. Une seule lettre. S. Suzanne. Suzanne Moreau. La sage-femme. Elle savait. Elle avait su depuis le début. J'ai quitté les archives avec l'enveloppe dans mon sac. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'arrêter à mi-chemin dans l'escalier, m'accrocher à la rampe rouillée pour reprendre mon souffle. Je sais ce que vous avez fait. 4 mots qui avaient attendu 64 ans dans l'obscurité. 4 mots écrits par une femme qui m'avait vue cette nuit-là. Qui savait? Suzanne Moreau. Je me souvenais d'elle avec une clarté terrifiante. Ses mains rouges, son chignon serré, ses yeux perçants, qui ne rataient rien. Elle avait été là le lendemain matin quand elle m'avait apporté le bébé, celui qui portait maintenant le bracelet Dupont. Je me souvenais de son froncement de sourcils, de sa confusion quand elle avait cherché la tâche qui n'était plus là. Elle avait murmuré quelque chose sur la fatigue, sur les erreurs que l'âge fait commettre. Mais ce n'était pas une erreur. Elle l'avait su immédiatement, et elle n'avait rien dit. Pourquoi ? Pendant toutes ces années, cette question m'avait hantée dans mes rares moments de lucidité, quand je ne pouvais plus me mentir à moi-même. Pourquoi une sage-femme professionnelle, témoin d'un crime, avait-elle choisi le silence? La peur? La complicité? Ou simplement cette indifférence cruelle qui fait qu'on détourne le regard quand quelque chose nous dérange? Il fallait que je la trouve. Il fallait que je sache ce qu'elle avait vu exactement, ce qu'elle avait fait de cette connaissance. Si elle avait parlé à quelqu'un, si elle avait laissé d'autres traces. J'avais besoin de savoir si mon secret était enterré avec cette note, ou s'il existait d'autres preuves quelque part, attendant d'exploser. J'ai passé 2 jours à la chercher. Internet, encore une fois, on en voit ça. Ces sites pour retrouver les gens, ces annuaires en ligne où on peut taper un nom et obtenir une adresse. Suzanne Moreau, il y en avait des dizaines, mais une seule avait le bon âge, née en 1936. Elle vivait dans une maison de retraite à Créteil, en banlieue, les jardins d'automne. Un nom ridicule pour un endroit où on allait mourir. Je n'ai prévenu personne. Pas Françoise, certainement pas Claire. J'ai pris le RER, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des décennies. Les gens me regardaient si bizarrement. Cette vieille femme en Chanel dans un wagon rempli d'adolescents bruyants et de travailleurs fatigués. Je fixais mes mains, le bracelet dans mon sac brûlant, comme un charbon ardent. Les jardins d'automne étaient un bâtiment bas en béton gris, entouré d'un parking à moitié vide. L'entrée sentait exactement ce que j'avais imaginé, ce mélange écœurant de désinfectants industriels, de nourriture trop cuite et de quelque chose de plus sombre, de plus définitif. L'odeur de la faim, de corps qui se décomposent lentement dans des chambres trop chaudes, de gens qui attendent la mort en regardant la télévision. La réceptionniste m'a à peine regardée. J'ai dit que je venais voir Madame Moreau, que j'étais une vieille amie. Elle a hoché la tête, m'a donné un numéro de chambre, 2e étage, chambre 217. Elle n'a pas demandé mon nom, elle n'a pas vérifié. Pourquoi l'aurait-elle fait? Qui voudrait mentir pour entrer dans un endroit pareil? L'ascenseur grinçait, les couloirs étaient étroits, éclairés par des néons blafards, des portes fermées de chaque côté. Derrière certaines, j'entendais des voix, des télévisions, des pleurs. Derrière d'autres, rien. Un silence qui était pire que n'importe quel bruit. Chambre 217. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé encore. Une voix rauque a dit d'entrer. La chambre était petite, impersonnelle, un lit médicalisé, une commode, un fauteuil près de la fenêtre. Et dans ce fauteuil, une forme recroquevillée, presque momifiée. Suzanne Moreau, 90 ans maintenant. Je l'ai à peine reconnue. Le visage s'était effondré sur lui-même, tout en rides, profonde et en peau flasque. Les yeux étaient laiteux, probablement aveugles, mais quand elle a tourné la tête vers moi, j'ai senti qu'elle voyait quelque chose. Pas avec ses yeux, avec cette autre vision qu'ont les mourants, celle qui perce à travers les apparences. Je me suis présentée, Madeleine Dupont. J'ai prononcé mon nom clairement, en articulant chaque syllabe. J'ai attendu qu'elle réagisse, qu'elle me dise qu'elle ne se souvenait pas, que c'était il y a trop longtemps, que sa mémoire l'avait abandonnée comme tout le reste. Mais à la place, elle a souri. Un sourire sans joie, juste un étirement des lèvres fines et craquelées. Elle a dit, d'une voix qui était à peine un murmure, qu'elle se souvenait. Bien sûr qu'elle se souvenait, celle qui avait pris l'enfant d'une autre. Comment pourrait-elle oublier?
Mon sang s'est glacé, j'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis approchée, je lui ai demandé ce qu'elle avait vu exactement, si elle était certaine, si elle n'avait pas pu se tromper dans la confusion de cette nuit-là. Elle a ri, un rire qui s'est transformé en toux sèche. Elle m'a expliqué qu'elle avait tout vu. Elle m'avait vu sortir de ma chambre à 3 heures du matin. Elle m'avait vu entrer dans la nurserie. L'infirmière de garde dormait, bien sûr. Elle dormait toujours, paresseuse, comme elle l'était toutes. Mais Suzanne, elle, ne dormait jamais vraiment. Pas après 40 ans de garde de nuit. Son corps avait oublié comment. Elle était dans la salle de repos, elle buvait son café. Elle avait vu la lumière s'allumer dans la nurserie. C'était étrange, à 7 heures. Elle s'était levée, elle était allée vérifier. Et à travers la petite fenêtre de la porte, elle m'avait vue, debout devant les 2 berceaux, les bracelets dans mes mains, le geste, l'échange. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait rien dit. Pourquoi elle n'avait pas alerté quelqu'un immédiatement. Pourquoi elle m'avait laissé partir avec cet enfant volé. Elle a regardé par la fenêtre. Le ciel était gris, uniforme. Elle m'a expliqué qu'elle avait voulu le signaler. Vraiment. Elle avait passé le reste de la nuit à se demander ce qu'elle devait faire. Mais au matin, quand elle avait entendu Fatima Ben Ali hurler dans le couloir, quand elle avait vu les autres médecins secouer la tête et parler de psychose post-partum, elle avait compris. Personne ne croirait cette femme, une arabe seule, sans mari, sans argent. Et de l'autre côté, Madame Dupont, l'épouse d'un avocat important, une femme respectable du 16e arrondissement. Qui aurait-on cru? La parole de qui aurait eu du poids? Suzanne avait vu trop de choses dans sa carrière. Elle savait comment le monde fonctionnait. La justice n'existait pas pour les Fatima Ben Ali de ce monde. Elle existait pour les Madeleine Dupont. Alors elle avait écrit cette note. Elle l'avait glissée dans le dossier. Elle s'était dit que peut-être un jour quelqu'un la trouverait. Que peut-être la vérité ressortirait. Mais surtout, elle voulait que je sache, que je vive avec cette certitude qu'il existait une preuve, quelque part, un témoin. Je lui ai demandé si elle l'avait regretté. Ce silence, cette complicité passive, elle a haussé ses épaules osseuses. Elle m'a dit qu'elle avait essayé d'oublier. Pendant 60 ans, elle avait essayé, mais certaines images restent. Fatima Ben Ali dans le couloir, serrant contre elle ce bébé avec cette tache horrible, pleurant qu'on lui avait volé sa vraie fille. Les médecins qui l'ignoraient, qui la traitaient de folle. Et puis, des années plus tard, Suzanne avait appris. Fatima Ben Ali était morte en 1985, un cancer, seule, dans un hospice pour indigents. Et la fille qu'elle avait élevée, celle avec la tache, celle que je lui avais laissée, elle aussi était morte, en 1981. Une overdose d'héroïne, 19 ans, à peine plus qu'une enfant. Je suis rentrée de Créteil dans un état second. Le trajet en RER était flou, comme si je le regardais à travers un voile. Les mots de Suzanne résonnaient dans ma tête. Yasmine Ben Ali, morte en 1981, overdose, 19 ans. Ma vraie fille, celle que j'avais abandonnée à son destin, n'avait même pas vécu 20 années. Françoise était déjà partie quand je suis arrivée. L'appartement était silencieux, plongé dans cette obscurité du soir qui tombe tôt en hiver. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis montée directement dans ma chambre, j'ai allumé l'ordinateur. Mes doigts tremblaient sur le clavier. J'ai tapé lentement. Yasmine Ben Ali, Paris, décès, 1981. Le moteur de recherche n'a mouliné pendant quelques secondes qui m'ont paru une éternité. Puis, les résultats sont apparus. Le premier lien était un article de journal. Le Parisien, archives numérisées. J'ai cliqué dessus. L'article était court, à peine quelques lignes. Le genre de fait divers qu'on relègue en page 12 entre une publicité pour des meubles et les résultats sportifs. Jeune femme retrouvée morte dans un squat du 18e arrondissement. Yasmine Ben Ali, 19 ans. Cause du décès, overdose d'héroïne. Pas de famille connue. La mère, Fatima Ben Ali, décédée 4 ans auparavant d'un cancer. Le corps serait inhumé dans le carré des indigents si personne ne se manifestait. J'ai relu l'article 3 fois. Chaque mot s'enfonçait dans ma chair comme une lame. Squat, héroïne, indigent. C'était donc ça, la vie que j'avais donnée à ma fille. Celle que j'avais cru sauver en la laissant avec Fatima, en me disant qu'elle serait mieux dans un milieu simple, loin de la pression de mon monde. Au lieu de ça, je l'avais condamnée à la misère, à la drogue, à une mort sordide dans un immeuble abandonné. Il y avait une photo, petite, floue, en noir et blanc. Une photo d'identité, probablement, prise par la police pour les archives. J'ai zoomé sur l'écran,
mes yeux plissés pour mieux voir, un visage émacié, creusé par la faim et la drogue, des cheveux noirs, sales, qui tombaient en mèches grasses autour de traits tirés, et la tache, cette monstrueuse tache rouge qui couvrait la moitié droite du visage, du front jusqu'à la mâchoire. Même sur cette photo granuleuse, on la voyait clairement. Impossible à ignorer, impossible à oublier, mais ce qui m'a coupé le souffle, ce sont les yeux. Malgré la maigreur, malgré la crasse, malgré la tache, ces yeux avaient quelque chose de familier, quelque chose qui venait de moi, ou peut-être de Jean-Claude. Cette forme particulière des paupières, cet écartement, c'était notamment nos yeux, les yeux des Dupont. Pour la première fois en 64 ans, je voyais ma vraie fille. Pas le nourrisson que j'avais rejeté, mais la personne qu'elle était devenue. Une personne qui avait vécu, qui avait souffert, qui avait cherché l'oubli dans la drogue parce que sa vie était trop dure à supporter. Une personne qui ne saurait jamais que sa vraie mère vivait dans un appartement luxueux de l'avenue Foch, qu'elle avait une demi-sœur médecin, qu'elle aurait pu avoir une autre vie. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas du remords, pas encore, mais une fissure, une petite fente dans cette muraille que j'avais construite autour de ma conscience pendant toutes ces années. J'ai continué à faire défiler la page. En dessous de l'article numérisé, il y avait une section commentaires. Des gens pouvaient laisser des messages sur les archives, partager des informations, des souvenirs. La plupart des articles n'en avaient aucun. Qui commenterait un vieux fait divers de 1981 ? Mais celui-ci en avait un seul, posté 3 mois plus tôt, en 2025. Le nom d'utilisateur était Ahmed B75. Le message était bref, écrit dans un français correct, mais avec une touche de maladresse qui trahissait quelqu'un pour qui ce n'était pas la langue maternelle. C'était ma sœur, Yasmine. Elle laissait morte seule, et je n'ai rien pu faire. Notre mère disait toujours qu'il y avait eu une erreur à la maternité, que Yasmine n'était pas vraiment sa fille, qu'on avait échangé les bébés. Tout le monde pensait qu'elle était folle à cause du chagrin. Mais si quelqu'un sait quelque chose sur la famille biologique de Yasmine, sur ce qui s'est vraiment passé à Saint-Vincent en décembre 1962, contactez-moi. J'ai besoin de savoir. Pour ma mère, pour ma sœur. Mon cœur s'est arrêté. Ahmed Benali, le frère. Il cherchait, il voulait savoir. Fatima avait dit la vérité jusqu'à sa mort, et personne ne l'avait cru. Mais maintenant, son fils continuait à chercher. Et avec Internet, avec ses tests ADN, avec toutes ces technologies modernes, il pourrait prouver ce que sa mère avait toujours su. J'ai regardé la date du commentaire. 3 mois. Il était encore actif, encore en train de chercher. Et Claire, avec son test ADN, avec ses 47% d'origine algérienne, elle allait finir par tomber sur lui. Ou lui, sur elle. C'était inévitable. Les algorithmes de ces sites reliaient les gens qui partageaient de l'ADN. Tôt ou tard, ils seraient mis en contact. Frères et sœurs, cousins génétiques, les enfants de Fatima Benali. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis restée assise dans le noir, regardant les lumières de Paris scintiller à travers la fenêtre. Quelque part là-bas, dans un quartier que je ne connaissais pas, Ahmed Benali vivait sa vie. Il conduisait son taxi, il pensait à sa sœur morte, à sa mère qui était partie en emportant le secret de cette injustice. Et il cherchait des réponses. Et moi, j'étais ces réponses. J'étais la clé de tout, la coupable. Celle qui avait détruit 3 vies pour en sauver une, la mienne. Ou celle de Claire, ou les deux. Je ne savais même plus. J'ai sorti le bracelet de mon sac, ce petit cercle de plastique jauni avec son étiquette à moitié effacée. Fatima Benali, née le 12 décembre 1962. C'était tout ce qui restait de la vraie Claire, celle qui aurait dû grandir avec moi, celle qui aurait dû avoir la vie que j'avais donnée à une autre. J'ai murmuré dans le noir. « Pardon, Yasmine ». Les mots sonnaient creux, vides. Qu'est-ce qu'un pardon pouvait changer maintenant ? Elle était morte depuis 45 ans. Elle n'entendrait jamais ces mots. Elle ne saurait jamais que j'avais existé. Mais Ahmed, lui, était vivant. Et il cherchait. Il fallait que je le trouve avant qu'il ne trouve Claire. Il fallait que je sache exactement ce qu'il savait, ce qu'il cherchait, ce qu'il comptait faire de la vérité si jamais il la découvrait. J'ai rallumé l'ordinateur, j'ai cliqué sur le profil Ahmed B75. Il y avait un lien vers une page Facebook. Je l'ai ouvert. Ahmed Benali, 56 ans, chauffeur de taxi, vivait à Paris, quartier Barbès. Une photo de profil le montrait devant son taxi, souriant, les cheveux grisonnants, le visage fatigué,
mais digne. J'ai noté l'adresse que j'ai trouvée en croisant plusieurs informations. Rue Stephenson, 18e arrondissement. Le même quartier où Yasmine était morte. Peut-être le même immeuble, peut-être qu'il était resté là, proche d'elle, même après sa mort. Demain, j'irai là-bas. Demain, j'affronterai le frère de la fille que j'avais tuée. Pas de mes mains, mais de mes choix. Le taxi m'a déposé au métro Barbès-Rochechouart. Le chauffeur m'a regardé bizarrement quand je lui ai donné l'adresse. Une vieille dame en manteau Burberry qui descendait dans le 18e, ça ne devait pas arriver souvent. Il m'a demandé si j'étais sûre, si je ne m'étais pas trompée de quartier. J'ai répondu que non, que j'allais rendre visite à quelqu'un. Il a haussé les épaules et s'apprêtait et reparti. Le quartier était exactement ce que j'avais imaginé, bruyant, sale, grouillant de vie. Des épiceries arabes avec des cajots et de légumes qui débordaient sur le trottoir, des boutiques de téléphones portables, des salons de coiffure afro, des groupes d'hommes qui fumaient devant les cafés, me regardant passer avec une curiosité qui n'était pas hostile, juste surprise. Qu'est-ce qu'une femme comme moi faisait ici? L'odeur était différente de celle de mon quartier. Pas les roses et le café français. Ici, ça sentait les épices, la viande grillée, les égouts mal entretenus, la sueur. C'était l'odeur de gens qui vivaient serrés les uns contre les autres, qui travaillaient dur, qui n'avaient pas les moyens de se cacher derrière des façades haussmanniennes et des portiers en uniforme. J'ai trouvé la rue Stephenson, une petite rue étroite qui partait de la grande avenue, des immeubles délabrés, des tags sur les murs, des poubelles qui débordaient. Le numéro que j'avais noté correspondait à un bâtiment de 5 étages, la façade grisâtre, les volets fermés à la plupart des fenêtres. Pas d'interphone. La porte d'entrée était entr'ouverte, la serrure cassée depuis longtemps probablement. Je suis entrée. L'escalier était sombre, étroit, les murs couverts de graffitis. Ça sentait l'urine et le tabac froid. Mes escarpins résonnaient sur les marches en béton. 5e étage. Pas d'ascenseur. Bien sûr qu'il n'y avait pas d'ascenseur. J'ai commencé à monter, m'accrochant à la rampe bancale, m'arrêtant à chaque palier pour reprendre mon souffle. Mes genoux hurlaient, mon cœur cognait trop fort dans ma poitrine. Au 5e, il n'y avait que 2 portes. L'une portait un nom écrit au marqueur, Ben Ali. Mon sang s'est glacé. J'étais là, devant la porte de l'homme dont la sœur était ma vraie fille, dont la mère avait passé sa vie à crier une vérité que personne ne voulait entendre. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé encore. Des pas lourds à l'intérieur. La porte s'est ouverte sur un homme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, le visage fatigué, les yeux méfiants. Il portait un jogging usé et un t-shirt blanc. Il m'a regardé de haut en bas, visiblement surpris. Je me suis présentée comme une chercheuse travaillant sur l'histoire de la maternité Saint-Vincent, un mensonge que j'avais préparé. Je m'intéressais aux cas particuliers, aux histoires oubliées. J'avais vu son commentaire en ligne sur l'article concernant sa sœur Yasmine. Est-ce qu'il accepterait de me parler? Il a hésité. Son regard s'est durci. Il a demandé pourquoi. Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Qu'est-ce que ça pouvait bien faire à une vieille bourgeoise comme moi? J'ai avalé l'insulte. J'ai expliqué que l'histoire de l'hôpital était importante, que chaque vie comptait, même celle qu'on avait oubliée, que je voulais documenter ces injustices, ces erreurs du système. Il a fini par me laisser entrer. L'appartement était minuscule, une pièce qui servait de salon et de chambre, une kitchenette dans un coin, une porte entr'ouverte sur ce qui devait être une salle de bain. Mais c'était propre, rangé, des photos encadrées sur une étagère. Je les ai regardées, pendant qu'Ahmed m'invitait à m'asseoir sur le canapé défoncé. Il y avait une photo de Fatima Ben Ali, une femme au trait fin, les yeux sombres, un foulard sur la tête. Elle ne souriait pas. À côté, une photo d'une petite fille. Yasmine, probablement. 4 ou 5 ans, maigre, vêtue d'une robe trop grande. Et la tache, énorme, rouge foncé, couvrant tout le côté droit de son visage. L'enfant regardait l'objectif avec des yeux vides, sans joie. Ahmed s'est assis en face de moi. Il m'a offert du thé. J'ai accepté, même si l'idée de boire quelque chose dans cet endroit me répugnait. Il est allé préparer le thé dans la kitchenette. Je l'entendais s'affairer, sortir des tasses, faire bouillir l'eau. Il est revenu avec 2 verres de thé à la menthe, trop sucré. J'ai bu quand même. Et puis, il a commencé à parler. Il m'a raconté l'histoire que je connaissais déjà, mais de son point de vue. Sa mère Fatima, arrivée d'Algérie dans les années 50. Son mariage avec un homme qui l'avait abandonnée quand elle était enceinte. L'accouchement à Saint-Vincent. Et puis, ce moment où on lui avait apporté un bébé qui n'était pas le sien. Fatima avait juré qu'elle avait vu sa fille à la naissance.
une belle petite fille, parfaite, avec juste la peau un peu plus foncée, comme elle. Mais le lendemain matin, on lui avait donné un autre bébé. Un bébé avec cette horrible tache rouge sur le visage. Elle avait hurlé, pleuré, supplié. Personne ne l'avait écoutée. Les médecins disaient quoi? Que c'était normal, que les mères étaient confuses après l'accouchement, que les hormones jouaient des tours. Fatima avait fini par prendre le bébé. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Elle était seule, pauvre, sans papier. Si elle refusait, les services sociaux prendraient de l'enfant. Alors elle l'avait emmené chez elle, dans ce même appartement où nous étions assis maintenant. Et elle avait essayé de l'aimer. Mais Yasmine avait grandi en sachant qu'elle n'était pas aimée. Comment pourrait-elle ne pas le savoir? Fatima la regardait et voyait l'enfant qu'on lui avait volé. Elle lui répétait qu'elle n'était pas sa vraie fille, que quelqu'un avait pris sa vraie fille. Yasmine était devenue sauvage, rebelle. À l'école, les autres enfants se moquèrent de sa tâche. Dans la rue, les gens la fixaient. À 15 ans, elle avait fugué. Elle était revenue de temps en temps pour demander de l'argent, de plus en plus maigre, de plus en plus perdue. Ahmed était né après, d'un autre homme. Lui, au moins, Fatima l'aimait. Mais il avait grandi en regardant sa sœur se détruire lentement. Quand Yasmine était morte en 1981, Fatima s'était effondrée. Elle répétait que c'était sa faute, qu'elle aurait dû se battre plus fort à l'hôpital, qu'elle aurait dû prouver la vérité. Elle était morte 4 ans plus tard en murmurant le nom de l'enfant qu'elle n'avait jamais connu. Ahmed a levé les yeux vers moi. Il m'a dit qu'il voulait retrouver la vraie famille de Yasmine, celle qui l'avait abandonnée, qui lui avait donné cette vie horrible. Il voulait leur demander pourquoi ils avaient fait ça. Comment ils pouvaient vivre avec eux-mêmes. Ma gorge s'est serrée, j'ai posé mon verre de thé, mes mains tremblaient. J'ai demandé, en essayant de garder ma voix neutre, s'il avait des preuves, des documents, quelque chose qui pourrait soutenir la théorie de sa mère. Il a secoué la tête. Rien, juste les souvenirs d'une femme que tout le monde traitait de folle. Mais maintenant, avec les tests ADN, il espérait. Il avait fait son propre test, il attendait les résultats. Si Yasmine n'était pas vraiment la fille de Fatima, ça se verrait dans son ADN à lui. Il ne partagerait que 50% au lieu des 100% attendus entre frères et sœurs. Mon cœur a bondi. Les tests, bien sûr. J'avais été stupide de ne pas y penser. Ahmed allait découvrir que Yasmine n'était pas vraiment sa sœur. Et avec le test de Claire qui montrait ses origines algériennes, les algorithmes allaient les connecter. C'était une question de semaines, peut-être de jours. Je suis rentrée de Barbès en état de choc. Le trajet en taxi s'est fait dans un brouillard. Le chauffeur a essayé de faire la conversation. Je n'ai pas répondu. Quand je suis arrivée avenue Foch, j'avais l'impression d'atterrir sur une autre planète. Les rues propres, les façades impeccables, le silence feutré. 2 mondes séparés par quelques kilomètres seulement, mais par un gouffre infranchissable. Françoise avait laissé un mot sur la console de l'entrée. Mademoiselle Claire avait appelé, elle viendrait dîner ce soir comme prévu. Notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi. J'avais complètement oublié, j'ai regardé l'heure. 18 heures. Elle arriverait dans 1 heure. Je suis montée, me changer. J'ai enlevé mon tailleur sali par la poussière des archives et la crasse de l'escalier de Barbès. J'ai pris une douche longue et brûlante, essayant de laver plus que la saleté, essayant de laver les images qui me hantaient, le visage émacié de Yasmine sur cette photo, les yeux d'Ahmed quand il parlait de sa sœur morte, l'appartement minuscule où Fatima avait essayé d'aimer un enfant qui lui rappelait chaque jour ce qu'on lui avait volé. Je me suis habillée simplement. Une robe en laine grise, mes perles, du rouge à lèvres pour cacher la pâleur de mes joues. Dans le miroir, je ressemblais à ce que j'étais censée être. Une grand-mère élégante qui attendait sa fille pour le dîner. Personne n'aurait pu deviner que quelques heures plus tôt, j'étais assise dans un appartement de Barbès, écoutant l'histoire de la vie que j'avais détruite. Claire est arrivée à 19h pile, toujours ponctuelle. J'ai entendu sa clé dans la serrure, elle avait gardé son double depuis toujours. Elle est entrée avec son sourire radieux, les bras chargés d'un bouquet de pivoine blanche et d'une bouteille de vin. Elle sentait son parfum habituel, ce Chanel que je lui avais offert il y a 30 ans. Elle m'a embrassée sur les 2 joues et j'ai dû me forcer à ne pas m'accrocher à elle, à ne pas pleurer contre son épaule. Françoise avait préparé le dîner avant de partir. Un rôti d'agneau avec des pommes de terre, le plat préféré de Claire. La table était mise dans la salle à manger, avec la nappe en lin blanc, les couverts en argent, les verres en cristal. Tout était parfait, comme toujours.
comme ça l'avait été pendant 60 ans. Nous nous sommes assises. Claire a servi le vin, un Bordeaux qu'elle avait apporté. Elle était de bonne humeur, elle parlait de ses petits-enfants. Louis avait eu de bonnes notes à l'école. Margot avait gagné un concours de piano. Elle sortait son téléphone, me montrait des photos. Deux beaux enfants, bien habillés, souriants. Les arrière-petits-enfants de Fatima Ben Ali, qui ne sauraient jamais d'où ils venaient vraiment. Elle a parlé de son travail à l'hôpital, un patient compliqué qu'elle avait sauvé la semaine dernière, une conférence où elle devait intervenir le mois prochain. Sa voix était animée, passionnée. Elle aimait son métier. Elle était douée. Elle sauvait des vies. Je l'écoutais et je regardais son visage. Ce visage que je connaissais par cœur, chaque ride, chaque expression. Je l'avais vue grandir, devenir cette femme extraordinaire. J'avais été là pour son premier jour d'école, pour son baccalauréat, pour sa thèse de médecine, pour son mariage. J'avais été sa mère pendant 64 ans. Est-ce que le sang comptait vraiment face à tout ça? Mais dans ma tête, une autre image s'imposait. Yasmine, maigre, sale, défigurée, morte seule dans un squat à 19 ans. Elle aussi aurait pu être ici, à cette table. Si je n'avais pas fait ce choix cette nuit-là, si j'avais gardé mon propre enfant, elle aurait eu les meilleures écoles, les meilleurs professeurs, une vie de privilèges. Aurait-elle survécu? Aurait-elle échappé à l'héroïne et à la mort précoce? Ou la tâche l'aurait-elle détruite quand même? Dans mon monde, dans les salons du 16e arrondissement, dans les couloirs de l'opéra, est-ce qu'elle aurait supporté les regards, les chuchotements? Ou se serait-elle effondrée d'une autre manière, écrasée par le poids de ne jamais être assez bien? Je ne savais pas. Je ne saurais jamais. Claire a remarqué mon silence. Elle a posé sa fourchette. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'avais l'air fatiguée ces derniers temps. Est-ce que je dormais assez? Est-ce que je voulais qu'elle m'examine? J'ai secoué la tête. J'ai dit que j'allais bien, juste un peu nostalgique, l'âge qui faisait remonter les souvenirs. Elle a souri, elle a pris ma main dans la sienne. Sa peau était chaude, douce. Elle m'a dit qu'elle comprenait, que c'était normal à mon âge. Puis, elle a ajouté quelque chose qui m'a transpercé le cœur comme une lame. Elle m'a dit qu'elle était si reconnaissante de m'avoir comme mère, que j'avais été parfaite, toujours, que tout ce qu'elle était, elle me le devait, les opportunités que j'avais créées pour elle, l'éducation que j'avais financée, les valeurs que j'avais transmises. Elle ne pourrait jamais assez me remercier. J'ai senti les larmes monter. Je les ai retenues de toutes mes forces. J'ai serré sa main. J'ai murmuré que c'était moi qui devais la remercier, qu'elle avait été la joie de ma vie, que je ne regrettais rien. Et c'était vrai. En cet instant, en regardant son visage, je ne regrettais rien. Yasmine était morte. Fatima était morte. Mais Claire était vivante. Claire était heureuse. Claire sauvait des vies, élevait des enfants, contribuait au monde. N'était-ce pas ce qui comptait au final, le résultat? Nous avons fini le dîner. Claire est partie vers 22 heures. Elle devait se lever tôt le lendemain pour une opération. Elle m'a embrassée longuement. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. J'ai répondu que je l'aimais aussi. Et c'était vrai. Malgré tout, à cause de tout, quand la porte s'est refermée derrière elle, le silence est retombé sur l'appartement. J'ai débarrassé la table lentement. J'ai lavé les verres en cristal à la main, comme je le faisais toujours. Puis, je suis montée dans ma chambre. J'ai sorti le bracelet du tiroir de ma table de nuit, ce petit cercle de plastique jauni avec son étiquette presque illisible. Fatima Ben Ali, née le 12 décembre 1962. Je l'ai tenu dans ma paume. Je l'ai regardé à la lumière de la lampe. J'ai murmuré dans le vide. « Pardon, Yasmine. Pardon, Fatima. » Les mots ne servaient à rien. Les mortes n'entendent même pas. Mais je les ai dit, quand même, parce que j'avais besoin de les dire. Parce que quelque part, dans un coin de mon esprit que je n'avais pas réussi à étouffer complètement, je savais que je leur devais au moins ça. Puis j'ai regardé la photo de Claire sur ma table de nuit. Une photo récente, prise l'été dernier. Elle souriait, entourée de ses petits-enfants. Belle, heureuse, vivante. Et j'ai pris ma décision. Je ne dirai rien. Je détruirai toutes les preuves. Le bracelet, les notes de Suzanne, tout. Ahmed pouvait chercher tant qu'il voulait. Sans preuves concrètes, il ne trouverait jamais. Et Claire vivrait le reste de sa vie dans l'ignorance, dans le bonheur. C'était égoïste, c'était cruel, mais c'était mon dernier choix, et je le ferais, comme j'avais fait tous les autres, pour protéger ce que j'avais construit, pour protéger ma fille, celle que j'avais choisie il y a 64 ans.
Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté terrifiante. J'avais pris ma décision la veille, détruire les preuves, garder le secret, protéger Claire. Mais pendant la nuit, quelque chose avait changé. Dans mes rêves, j'avais vu Yasmine, pas la photo granuleuse du journal, une vraie personne. Une jeune femme qui me regardait avec mes propres yeux et me demandait pourquoi. Je ne pouvais pas répondre. Dans le rêve, j'ouvrais la bouche et aucun son ne sortait. Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant, et j'ai su ce que je devais faire. Je ne dirais pas la vérité à Claire maintenant. Je n'en avais pas le courage, mais elle méritait de savoir. Un jour, après ma mort, quand je ne serai plus là pour voir sa réaction, pour supporter son dégoût, sa haine peut-être. Elle méritait la vérité, même si cette vérité détruirait l'image qu'elle avait de moi. Je me suis installée à mon secrétaire, le même meuble ancien où j'écrivais mes lettres depuis 40 ans. J'ai sorti du papier vélin crème, celui avec mon monogramme gravé en haut. J'ai pris mon stylo, celui en or que Jean-Claude m'avait offert pour notre 10e anniversaire, et j'ai commencé à écrire « Ma chérie Claire ». Les mots tremblaient sur le papier. Mon écriture, habituellement si ferme, était hésitante, les lettres irrégulières. J'ai continué. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses que j'ai cachées toute ma vie, des choses qui vont changer ce que tu penses de moi, de toi, de notre famille. J'ai écrit pendant des heures. Je lui ai tout raconté. La naissance en 1962, la tache sur le visage de ma vraie fille, mon dégoût, ma peur, mon refus d'accepter cette imperfection, la chambre d'à côté où Fatima Ben Ali pleurait, les 2 berceaux dans la nurserie, la nuit où j'ai échangé les bracelets, le silence que j'avais gardé pendant 64 ans. Je lui ai parlé de Yasmine, sa vraie mère biologique, morte à 19 ans d'une overdose, morte seule, défigurée, rejetée, morte sans jamais savoir qu'elle avait une autre famille qui vivait dans le luxe pendant qu'elle crevait dans la misère. Je lui ai parlé de Fatima, qui avait crié la vérité jusqu'à sa mort et que personne n'avait écouté. Les larmes coulaient sur mes joues pendant que j'écrivais. Elles tombaient sur le papier, faisant baver l'encre. Je ne les essuyais pas. C'était peut-être la seule chose honnête que j'avais faite en 64 ans, laisser mes larmes tacher cette confession. J'ai écrit la vérité la plus difficile, celle que je m'étais à peine avouée à moi-même. Tu n'es pas ma fille biologique, tu es la fille de Fatima Ben Ali, une femme algérienne que j'ai détruite. Je t'ai volée parce que tu étais belle et que ma vraie fille ne l'était pas. Je t'ai volée parce que j'étais égoïste, superficielle, monstrueuse. Mais j'ai aussi écrit autre chose, quelque chose de contradictoire, de troublant. Je ne regrette pas. J'ai tapé ces mots avec force, appuyant sur le stylo jusqu'à ce que le papier se creuse. Je ne regrette pas parce que t'élever a été la plus grande joie de ma vie. Parce que chaque jour avec toi valait cette damnation. Parce que si je devais revivre cette nuit, je referais le même choix. Je ne demandais pas son pardon. Je savais que je ne le méritais pas. Je lui disais simplement la vérité. Elle était libre d'en faire ce qu'elle voulait, me haïr, cracher sur ma tombe, ou peut-être, dans un coin secret de son cœur, comprendre qu'une mère, même une fausse mère, même une mère criminelle, pouvait aimer assez fort pour se damner. J'ai terminé la lettre, j'ai signé. Madeleine. Pas maman. Je n'avais plus le droit à ce titre. Je n'y avais jamais eu droit. J'ai plié les feuilles avec soin. Je les ai glissées dans une enveloppe épaisse. J'ai scellé l'enveloppe avec de la cire rouge, à l'ancienne, avec le sceau des Dupont que Jean-Claude avait tant aimé. Une dernière ironie. J'utilisais le sceau de la famille pour avouer que leur héritière n'en faisait pas partie. Sur l'enveloppe, j'ai écrit d'une main ferme « Pour Claire », à ouvrir après ma mort, pas avant. Je suis descendue dans mon bureau, j'ai ouvert le coffre-fort, celui où je gardais les documents importants, les titres de propriété, le testament, les bijoux de famille. J'ai posé l'enveloppe à l'intérieur. Un jour, après ma mort, le notaire l'ouvrirait avec Claire. Elle découvrirait la vérité quand je ne serais plus là pour voir sa douleur. C'était lâche, mais c'était tout ce que je pouvais faire. J'ai refermé le coffre, j'ai remonté l'escalier lentement. Dans ma chambre, j'ai pris le bracelet. Ce maudit bracelet qui avait déclenché tout ça. Je l'ai regardé une dernière fois. Fatima Ben Ali, née le 12 décembre 1962. Puis je suis allée dans la cuisine. J'ai allumé un des brûleurs de la cuisinière. J'ai tenu le bracelet au-dessus de la flamme. Le plastique a commencé à fondre, à noircir. L'étiquette à l'intérieur s'est recroquevillée, les lettres disparaissant dans la fumée.
Une odeur âcre a rempli la cuisine. J'ai regardé la dernière preuve physique se consumer, se transformer en une masse informe. Quand il ne restait plus qu'un morceau de plastique déformé, je l'ai jeté dans l'évier. J'ai fait couler l'eau froide. Le plastique fondu a sifflé. Je l'ai regardé disparaître dans le drain, emporté par l'eau. C'était fini. Il ne restait plus que la lettre dans le coffre et les souvenirs dans ma tête. Et Ahmed Ben Ali, qui cherchait toujours. Mais sans preuve, que pourrait-il faire? Même s'il trouvait clair à travers les tests ADN, même s'il lui parlait, ce ne serait que des théories, des histoires de famille, pas de preuves. J'ai essuyé mes mains. Je suis retournée dans le salon. Je me suis assise dans mon fauteuil. J'ai regardé par la fenêtre. Paris brillait sous le soleil hivernal. Tout était calme, tout était normal. À cet instant, la sonnette a retenti. Une fois, 2 fois, 3 fois, insistante, agressive presque. Mon cœur s'est arrêté. Françoise n'était pas là. Claire ne venait jamais sans prévenir 2 jours de suite. Qui pouvait s'être? Je me suis levée lentement. Je suis allée jusqu'à l'interphone. J'ai appuyé sur le bouton. Une voix d'homme, rauque, en colère, a résonné dans le haut-parleur. « J'ai besoin de vous voir. Madame Dupont, je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous avez fait. Ahmed Ben Ali. Il m'avait trouvé. J'ai appuyé sur le bouton pour rouvrir la porte de l'immeuble. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Refuser? Il aurait continué à sonner, à crier peut-être. Les voisins auraient entendu. Et de toute façon, ce moment devait arriver. Je le savais depuis que j'avais vu son commentaire en ligne. Depuis que j'étais allée chez lui à Barbès, il m'avait reconnu. Ou il avait cherché. Peu importait comment. J'ai attendu dans l'entrée. J'entendais ses pas lourds dans l'escalier. Il montait vite, avec la rage de quelqu'un qui a attendu trop longtemps. Quand il est arrivé au 5e étage, j'avais déjà ouvert la porte de l'appartement. Je me tenais là, droite, dans ma robe grise, mes perles au cou. Une vieille dame respectable dans son appartement de l'avenue Foch. Il s'est arrêté sur le palier. Il était essoufflé, le visage rouge, les poings serrés. Il me regardait avec une haine si pure que j'ai failli reculer. Mais je suis restée immobile. Je lui devais au moins ça, de ne pas fuir. Il est entré sans que je l'y invite. Il a claqué la porte derrière lui. Il a regardé autour de lui. Le hall d'entrée avec son lustre en cristal, le parquet ciré, les tableaux au mur. Je voyais ce qu'il voyait, le luxe obscène, la richesse accumulée pendant que sa sœur crevait dans un squat. Il s'est retourné vers moi. Sa voix tremblait de rage contenue quand il a parlé. Il m'a dit qu'il savait, qu'après ma visite, il avait trouvé ça bizarre qu'une chercheuse vienne justement l'interroger maintenant, après toutes ces années. Il avait cherché mon nom, Madeleine Dupont, avenue Foch. Il avait trouvé des photos dans de vieux journaux mondains, des galas, des vernissages, et sur une photo de 1963, un article sur les nouvelles mères de la haute société, il m'avait vu, tenant un bébé dans mes bras, un beau bébé parfait, né en décembre 1962 à la maternité Saint-Vincent, le même jour que Yasmine. J'ai fermé les yeux, bien sûr. Les journaux. Comment avais-je pu oublier les journaux? Dans les années 60, il publiait ces articles ridicules sur les naissances dans les familles importantes, avec des photos, des dates, des preuves. Il continuait. Il me disait qu'il avait fait le rapprochement. 2 filles nées le même jour au même endroit. L'une parfaite qui grandissait dans la richesse, l'autre défigurée qui mourait dans la misère. Sa mère qui avait hurlé pendant des années qu'on avait échangé les bébés. Et maintenant, ses résultats de test ADN étaient arrivés. Yasmine et lui ne partageaient zen que 50% d'ADN. Elle n'était pas sa sœur complète, elle était sa demi-sœur, ou pas du tout sa sœur. Je n'ai pas nié. À quoi bon? Il savait. Pas tout, pas les détails, mais l'essentiel. J'ai juste demandé, d'une voix calme qui ne me ressemblait pas, ce qu'il voulait. Il a explosé. Sa voix s'est élevée, résonnant dans le hall. Il voulait que je reconnaisse ce que j'avais fait. Que j'avoue que j'avais volé sa sœur, que j'avais abandonné ma propre fille à une vie d'horreur. Il voulait que je réalise que Yasmine était morte à cause de moi, que si elle avait grandi ici, dans cet appartement, elle serait encore vivante. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai murmuré que je savais tout ça, que je vivais avec depuis 64 ans. Il a ricané, un rire amer, douloureux. Il m'a demandé comment je pouvais vivre avec ça. Comment je pouvais dormir la nuit, comment je pouvais regarder ma fille voler dans les yeux sans hurler la vérité. Je lui ai répondu la seule chose vraie que je pouvais dire, que je ne dormais pas, que je n'avais jamais vraiment dormi depuis cette nuit-là,
que chaque fois que je regardais Claire, je voyais aussi Yasmine, les deux filles, celle que j'avais choisie et celle que j'avais rejetée. Il s'est approché de moi. Je pouvais sentir sa colère, presque physique, comme une chaleur qui émanait de son corps. Il m'a dit que ce n'était pas assez, que ma culpabilité ne changeait rien, que Yasmine était morte, que Fatima était morte, que je leur devais la vérité, publique, officielle. Il m'a ordonné de dire à Claire qui elle était vraiment, de lui dire qu'elle était la fille de Fatima Ben Ali, qu'elle avait un frère, qu'elle venait de Barbès, pas de l'avenue Foch, que toute sa vie était une construction basée sur mon crime. J'ai secoué la tête. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. J'ai dit non. Non, je ne dirai rien à Claire, pas maintenant, pas de mon vivant. Il a demandé pourquoi. Sa voix était incrédule. Comment pouvais-je continuer à mentir après tout ça? Je lui ai expliqué, lentement, douloureusement, que Claire avait 64 ans, qu'elle avait une vie, une famille, une carrière, que lui dire la vérité maintenant détruirait tout ça. Qu'elle découvrirait que sa mère était une criminelle, que son père n'était pas vraiment son père, que ses enfants n'étaient même pas vraiment des Dupont, que toute son identité était un mensonge. Ahmed a crié que c'était exactement pour ça qu'elle devait savoir, qu'elle méritait la vérité, que vivre dans un mensonge n'était pas vivre. J'ai répliqué que parfois les mensonges étaient plus doux que la vérité, que Claire était heureuse, qu'elle sauvait des vies, qu'elle avait des enfants magnifiques. Est-ce que tout ça devait être détruit pour satisfaire une notion abstraite de justice? Il m'a regardé avec un dégoût si profond que j'ai dû détourner les yeux. Il m'a dit que je n'avais pas changé, que j'étais toujours la même femme égoïste qui pensait pouvoir jouer avec les vides des autres, que je me justifiais en prétendant protéger Claire, mais qu'en réalité, je me protégeais moi-même. Je ne voulais pas qu'elle sache quel monstre j'étais. Et il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Mais ça ne changeait rien. Il s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné. Il m'a prévenu. Si je ne disais rien à Claire, il le ferait lui-même. Il la trouverait. Il lui montrerait les preuves, les dates de naissance, les tests ADN, les articles de journaux. Et il lui dirait tout. J'ai senti la panique m'envahir. J'ai fait quelque chose de désespéré. J'ai menacé. Ma voix est devenue froide, dure, celle que j'utilisais quand je devais être impitoyable. Je lui ai dit que s'il osait approcher Claire, je le détruirais, que j'avais des avocats, des relations, de l'argent, que je le ferais passer pour un fou, un extorqueur, que personne ne croirait un chauffeur de taxi de Barbès contre moi, Madeleine Dupont. Il m'a fixé longuement, puis il a souri, un sourire terrible, sans joie. Il m'a dit que c'était exactement ce que j'avais fait à sa mère il y a 64 ans, utiliser mon pouvoir, ma classe sociale, pour écraser ceux qui n'avaient rien, mais que les temps avaient changé, qu'Internet existait maintenant, que la vérité ne pouvait plus être enterrée aussi facilement. Il est parti. La porte s'est fermée derrière lui avec un bruit sourd qui a résonné dans tout l'appartement. Je suis restée debout dans le hall, tremblante, mes jambes menaçant de céder sous moi. Je me suis appuyée contre le mur. J'ai glissé lentement jusqu'au sol, mes genoux ne me portant plus. Et là, assise sur le parquet ciré de mon hall d'entrée, j'ai pleuré pour la première fois depuis cette nuit de 1962. Chapitre 12. Le dernier choix. Je suis restée assise sur le sol pendant longtemps. Le parquet était froid sous mes jambes. Mes genoux me faisaient en mal. Mais je ne bougeais pas. Je regardais la porte par laquelle Ahmed était parti et je me demandais combien de temps il me restait avant qu'il ne trouve Claire. Quelques heures, un jour, une semaine, il la trouverait, j'en étais certaine. Il avait son nom de famille, maintenant, Dupont. Il savait qu'elle était médecin, cardiologue. Il suffirait de quelques recherches sur Internet pour découvrir où elle travaillait. Et alors il se présenterait à son hôpital ou à sa maison et il lui raconterait tout. Il lui montrerait les preuves. Les dates de naissance, les tests ADN, les articles de journaux avec ma photo tenant un bébé en 1963. Je me suis relevée péniblement. J'ai monté l'escalier en m'accrochant à la rampe. Dans ma chambre, je me suis assise devant le téléphone. J'ai cherché le numéro qu'Ahmed m'avait donné quand j'étais allée le voir à Barbès, en me faisant passer pour une chercheuse. Je l'avais noté machinalement dans mon carnet. Je l'ai composé. Il a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était méfiante, hostile. Quand il a reconnu la mienne, il a voulu raccrocher. Je l'ai arrêté. Je lui ai dit d'écouter, juste écouter. Je lui ai expliqué calmement, froidement, ce qui allait se passer s'il contactait Claire.
J'appellerai mes avocats, ceux du cabinet où Jean-Claude avait été associé. Je déposerai une plainte pour harcèlement, pour tentative d'extorsion. Je dirai qu'il essayait de me soutirer de l'argent en inventant des histoires absurdes sur un échange de bébés. Qui le croirait? Un chauffeur de taxi de Barbès contre une veuve respectable de l'avenue Foch. Il a ri, un rire amer qui ressemblait à un sanglot. Il m'a dit que j'étais pathétique, que je continuais à utiliser mon argent et mon statut comme des armes, que j'avais détruit sa famille et que maintenant je le menaçais pour protéger mon mensonge. Je lui ai répondu que oui, que c'était exactement ce que je faisais, parce que je protégeais ma fille, la seule fille qui comptait pour moi, celle que j'avais élevée, celle que j'aimais. Sa voix s'est brisée. Il m'a demandé comment je pouvais prononcer le mot amour après ce que j'avais fait. L'amour ne volait pas, l'amour ne mentait pas, l'amour ne détruisait pas des vies innocentes. J'ai dit que l'amour faisait exactement tout ça, que l'amour maternel était la force la plus égoïste, la plus féroce qui existait, que pour protéger son enfant, une mère était capable de tout, même de l'impardonnable. Il y a eu un long silence, puis il a murmuré que j'étais folle, que j'étais un monstre, et il a raccroché. J'ai reposé le téléphone. Mes mains tremblaient. Je savais que ma menace ne suffirait pas. Ahmed n'était pas du genre à se laisser intimider. Il irait quand même voir Claire, par vengeance, par justice, par amour pour sa sœur morte. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Je suis descendue dans mon bureau, j'ai ouvert le coffre-fort. J'ai sorti l'enveloppe que j'y avais mise le matin même, pour Claire, à ouvrir après ma mort. Je l'ai tenue entre mes mains, sentant le poids du papier, le seau de cire rouge. J'ai hésité. Cette lettre était ma confession, ma seule honnêteté dans une vie de mensonges. Si je la détruisais, la vérité mourrait avec moi. Ahmed pourrait raconter son histoire, mais sans preuve concrète, sans ma confession écrite, ce ne serait que des théories, des accusations non prouvées. Claire pourrait choisir de ne pas le croire, mais si je gardais la lettre, si elle la trouvait après ma mort, elle saurait tout, et elle me haïrait, même morte, même enterrée, je perdrais son amour. Qu'est-ce qui comptait le plus? La vérité ou l'amour? La justice ou la paix? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait sur Paris. Le ciel était rouge sang, comme une plaie ouverte dans le firmament. J'ai pensé à Yasmine, à Fatima, à toutes les nuits où elles avaient dû regarder ce même ciel en se demandant pourquoi la vie était si cruelle. Puis j'ai pensé à Claire, à son sourire hier soir au dîner, à la façon dont elle m'avait pris la main et m'avait dit qu'elle était reconnaissante, à tous ces moments que nous avions partagés pendant 64 ans. Était-ce que tout ça valait moins parce que c'était construit sur un mensonge? J'ai pris ma décision. J'ai déchiré l'enveloppe. J'ai sorti les feuilles que j'avais écrites si laborieusement le matin. Ma confession, mon aveu, ma tentative pathétique d'honnêteté. Je les ai déchirées en morceaux, lentement, méthodiquement. Chaque déchirure était comme arracher un morceau de mon âme. Quand il ne restait que des confettis de papier, je suis retournée dans la cuisine. J'ai jeté les morceaux dans l'évier. J'ai allumé une allumette. J'ai regardé le papier s'enflammer, noircir, se transformer en cendres. Les mots disparaissaient dans la fumée. Ma chérie Claire, tu n'es pas ma fille, je t'ai volé, tout brûlé. J'ai fait couler l'eau. Les cendres ont tourbillonné dans le drain, elles ont disparu, comme le bracelet avant elles, comme toutes les preuves. Il ne restait plus rien maintenant. Rien que les souvenirs dans ma tête et la rage d'Ahmed qui ne pourrait jamais rien prouver. J'ai nettoyé l'évier, j'ai essuyé mes mains. Je suis remontée dans ma chambre, je me suis changée, j'ai mis une robe propre, j'ai refait mon maquillage. Dans le miroir, je ressemblais à nouveau à Madeleine Dupont, élégante, digne, maîtresse d'elle-même. Le lendemain, Claire est venue prendre le thé comme elle le faisait parfois le vendredi après-midi quand elle n'avait pas de garde. Elle est arrivée avec des macarons de chez Ladurée. Elle était radieuse. Elle m'a raconté que l'opération de la veille s'était très bien passée, qu'elle avait sauvé un patient que tout le monde pensait perdu. Je l'ai écoutée, en versant le thé dans les tasses hautes en porcelaine. Je la regardais parler, ses mains qui s'animaient, ses yeux qui brillaient. Ma fille, celle que j'avais choisie, celle que j'aimais plus que ma propre vie. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'avais l'air différente ces derniers jours, plus calme, plus sereine presque, comme si j'avais trouvé la paix. J'ai souri. Je lui ai dit que oui, j'allais bien, que j'avais juste fait un peu de ménage dans mes affaires, que c'était libérateur de se débarrasser du passé. Elle a hoché la tête, elle a pris ma main dans la sienne, elle m'a dit qu'elle m'aimait,
que j'étais la meilleure mère qu'on puisse avoir, que tout ce qu'elle était, elle me le devait. J'ai serré sa main. J'ai murmuré que moi aussi je l'aimais, plus qu'elle ne pourrait jamais le savoir. Nous avons fini notre thé. Elle laissait partie vers 18 heures. Elle m'a embrassée sur le seuil. Je l'ai regardée descendre l'escalier, disparaître dans la cage d'escalier. J'ai fermé la porte. Le silence est retombé. Je suis retournée au salon. Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre. La nuit tombait sur Paris. Les lumières s'allumaient une par une, comme des étoiles terrestres. Chaque nuit, je vois le visage de Fatima Ben Ali dans le couloir de la maternité, hurlant qu'on lui a volé son bébé. Chaque nuit, je vois Yasmine, morte dans ce squat, seule et défigurée à 19 ans. Chaque nuit, je porte le poids de ce que j'ai fait. Mais chaque matin, je me réveille et je regarde la photo de Claire sur ma table de nuit. Claire et ses enfants. Claire souriante, heureuse, vivante. Je pense à toutes les vies qu'elle a sauvées comme cardiologue, aux patients qui sont rentrés chez eux grâce à elle, à ses enfants qui grandiront dans l'amour et la sécurité. Et je sais, avec une certitude absolue et terrible, que j'ai fait le bon choix. Pas le choix moral, pas le choix juste, mais le bon choix pour moi, pour Claire, pour la vie que je voulais construire. Si Dieu existe, il me maudira. Si l'enfer existe, j'y brûlerai pour l'éternité. Je le sais, je l'accepte, mais je ne regrette rien.